Bonjour à tous et merci de suivre cette édition. Avant de commencer, sachez que le pont Henri-Konan Bédié, inauguré le mardi 16 décembre dernier, sera ouvert aujourd'hui dimanche aux véhicules. Air Côte d'Ivoire a effectué son vol inaugural avant-hier en direction de la capitale de la paix. Il s'agit de la ville de Bouaké. Il s'agit pour la compagnie aérienne d'être un levier important pour le développement économique de la Côte d'Ivoire et surtout d'être une courroie efficace sur le chemin de la cohésion nationale et de l'intégration sous-régionale. Lancine Bakayoko, Sylvie Toury. Atterrissage réussi pour la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire à Bouaké. 40 minutes, c'est le temps qu'il a suffi à l'avion de type bombardier pour allier la capitale de la paix à l'occasion de ce vol inaugural. Une joie que les passagers, mais aussi les autorités régionales n'ont pu cacher. Il n'y a rien à dire, c'est une satisfaction totale. On est vraiment heureux que l'avion touche à nouveau le tarmac de Bouaké. Aujourd'hui, en tant que président de région, je suis infiniment heureux que ce vol reprenne. Pour une municipalité qui a fait de la relance industrielle son cheval de bataille, en vue de la renaissance de sa cité, l'arrivée de ce beau cadeau volant en cette veille de Noël n'est que du pain béni. Air Côte d'Ivoire offre à notre cité un outil de développement d'une valeur internationale. La balle est dans notre camp pour l'entretenir. En multipliant les opportunités, devons permettre la pérennisation des vols. L'aboutissement d'une initiative supportée par le gouvernement et portée à bout de bras par la direction de la compagnie. Elle envisage de faire de Air Côte d'Ivoire un outil de développement, de drainage d'opérateurs économiques et touristiques dans le Béquet et dans les villes desservies. Le développement de la Côte d'Ivoire se fera à travers le réseau intérieur. C'est là que la population ivoirienne va vous juger. Notre vœu chez Air Côte d'Ivoire, le plus cher, c'est de créer des lignes qui nous lient et que tout le monde ait la possibilité de retrouver les proches en moins d'une heure à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. De 3 vols hebdomadaires aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire passera à 5 vols par semaine à partir d'avril 2015. 4 accords de prêt d'une valeur de 453 milliards de francs CFA ont été signés par la Côte d'Ivoire avec des partenaires financiers. La signature de ces accords a eu lieu cette semaine avec la ministre chargée de l'économie et des finances, Mahamadou Traoré Aboussanougou. Nialé Kaba a signé 4 accords de prêt accordés à la Côte d'Ivoire par les partenaires au développement. Le premier, accordé par la République populaire de Chine à travers la banque Eximbank à hauteur de 396 milliards de francs CFA. Ce prêt vise à lancer les travaux de modernisation du port autonome d'Abidjan par l'élargissement du canal de Ouidi et la construction du deuxième terminal à conteneurs. La deuxième convention de prêt est concédée par la Banque mondiale à notre pays à hauteur de 37 milliards de francs CFA. Ce financement porte sur le renforcement du système de santé et des mesures de riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le troisième accord de prêt porte sur la réalisation de travaux d'adduction en eau potable dans la région de Lamé, précisément pour la ville d'Aboissou. Il sera réalisé grâce à un concours financier du Fonds cohésien pour le développement économique arabe. Montant du prêt, environ 12,5 milliards de francs CFA. Enfin, c'est la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, qui a accordé à la Côte d'Ivoire un prêt de 7 milliards de francs CFA, répartis comme suit. 4 milliards de francs CFA pour le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de l'axe Thiébissou-Didievi, long de 42 km, et 3 milliards de francs CFA pour le renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Tafiri et des localités environnantes. À toutes ces institutions financières, la ministre Nialé Kaba a dit merci pour leur soutien constant à la Côte d'Ivoire et a promis une utilisation optimale des ressources. L'Union africaine de la mutualité s'implante en Côte d'Ivoire. L'organisation sera également présente dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. On en sait plus avec Doigt de Laser. En Côte d'Ivoire, peu de personnes bénéficient encore de l'assurance maladie.
Les mutuelles sociales et les assurances de santé enregistrent un faible taux d'adhésion d'environ 0,5% de la population par an. Une situation liée au niveau élevé de la pauvreté des populations à faible revenu. Des dispositions sont prises par l'État ivoirien pour permettre à la population d'accéder aux soins médicaux à travers la couverture maladie universelle. Mais le tableau reste encore sombre car le projet de loi validé par l'Assemblée nationale le 24 mars dernier n'est pas encore mis en application. La Côte d'Ivoire a pris une grande part à la mise en place de cette union à Dakar en 2007. Et donc c'est de faire en sorte que ce mouvement-là continue de jouer son rôle. Parce que sans les mutuelles, on restera dans la prise en compte sanitaire des entreprises. Or, nos populations sont habituées aux petites mutuelles. En vue d'aider les États africains à améliorer la couverture maladie universelle, l'Union africaine de la mutualité, UAM, entend s'implanter dans tous les pays ouest-africains. Une stratégie pour se rapprocher des populations et aider au développement des mutuelles sociales. Dynamiser l'Union africaine de la mutualité, être proche de tous les projets qui vont se mettre en place. Le Parlement a adopté la couverture universelle. C'est-à-dire qu'il y a une volonté politique. Et la volonté politique, c'est elle qui fait démarrer et fait avancer les choses. La Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter le siège du bureau régional ouest-africain de l'organisation UAM et le président élu est Soro Mamadou, par ailleurs président du conseil d'administration de la MUGEFSI, Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire. Défis, proportions et engagement des organisations de producteurs et de la société civile pour la promotion de l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire. C'est l'intitulé d'un document élaboré et édité par la Plateforme nationale d'action pour l'agriculture familiale. Ce livre a été présenté récemment à l'INADES de Cocody. Guy-Roger Nguessan, Adamakoni. Selon l'ONU, l'agriculture familiale est un moyen de lutte contre l'insécurité alimentaire dans le monde. En Côte d'Ivoire, les exploitations familiales agricoles fournissent 80% de la nourriture consommée. Importante mais peu valorisée, l'agriculture familiale est au centre des préoccupations de l'ONU, qui lui a consacré l'année 2014. Une décision soutenue par la Plateforme nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, PANAFSI, qui apporte sa contribution par l'élaboration et l'édition d'un document de promotion. Défis, propositions et engagements des organisations de producteurs et de la société civile pour la promotion de l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire. L'intitulé du livre est tout un début d'analyse. Ce document, il est prioritairement destiné aux autorités de ce pays en charge des questions agricoles. Je vais préciser que lorsque nous parlons des questions agricoles, c'est les questions agricoles vues sous l'angle des productions végétales, animales et même des ressources halieutiques. Ce document est le fruit d'une consultation nationale de tous les acteurs impliqués dans l'agriculture familiale, avec l'appui du ministère de tutelle. On continue d'appuyer, d'engager l'agriculture familiale comme le modèle de développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Donc à ce niveau, tant du côté des cultures pérennes, vous l'avez vu, toutes ces réformes qui sont là, le conseil coton en ACAD, conseil café cacao, c'est pour tout mettre en œuvre pour que le plus petit producteur puisse bénéficier des fruits de son travail. Après la publication de ce document, la PANAFSI veut juger le niveau de détermination de l'État ivoirien relativement à l'engagement de Maputo qui demande aux États d'accorder 10% de leur budget à l'agriculture. La fête de Noël, c'est dans quelques jours et c'est l'occasion pour les parents d'offrir des cadeaux à leurs enfants. Des cadeaux dont le choix est parfois difficile. Comment l'opérer au mieux pour le bonheur des parents et des enfants? Serge Koléa nous aide à trouver des éléments de réponse. Les fêtes de fin d'année, une occasion pour les parents de faire plaisir à leurs enfants en leur offrant des cadeaux. Mais certains cadeaux peuvent avoir une influence négative. Les pistolets et autres, tout ce qui s'approche à l'agressivité, sont des dangers pour les enfants. Moi particulièrement, je préfère les jeux électroniques, comme les mini-ordinateurs en jeu. Les concernés, c'est-à-dire les enfants,
ne cachent pas leurs préférences. Et quel cadeau tu veux qu'on te paye? Poupée. Et bien un vélo. Certains jouets sont parfois dangereux pour la santé des tout-petits. Nous avons des cadeaux vraiment qui sont très nocifs pour la santé des enfants. Les objets que les industriels utilisent pour fabriquer les jouets peuvent être des matériaux qui peuvent être nocifs pour l'enfant. Pour le docteur Aguebi, les jouets sont importants pour les enfants, pourvu qu'ils puissent aider à leur éducation et à leur instruction. Au-delà de ces aspects matériaux utilisés pour fabriquer les jouets demeurent un outil indispensable pour le développement de l'enfant. Il y a les jouets pour développer les fonctions, l'attention, l'intelligence, la mémoire, la psychomotricité. À quelques jours de la fête de Noël, les parents ont certainement une idée du cadeau à offrir à leurs enfants. Il s'agit maintenant d'être vigilants. Au plan international, les Nations Unies ont levé leurs sanctions contre l'ancien chef de guerre somalien Mohamed Saïd Atom. Ce dernier s'était allié aux insurgés islamistes Shebab avant de s'en éloigner il y a 6 mois. Et les Libériens ont voté hier sans incident pour renouveler la moitié des sièges du Sénat, un scrutin reporté plusieurs fois en raison de l'épidémie d'Ebola qui frappe le pays le plus touché en Afrique de l'Ouest. Rendons-nous à présent au Pakistan où les chauves font l'objet de railleries et les hommes à l'ego brisé se font transplanter de nouveaux cheveux pour retrouver le feu sacré. Suivez ce reportage. D'ici plusieurs heures, cet homme pourra sortir de cette clinique transformé. Le docteur Humayun, pionnier de la greffe de cheveux au Pakistan, voit défiler des centaines de patients comme lui chaque année. Ici, au pays des purs, il ne fait pas bon être ganja ou chauve en ourdou. En Occident, si vous dites que quelqu'un est chauve, il s'en fichera, non ? Mais si vous traitez quelqu'un de ganja, c'est-à-dire chauve, ici au Pakistan, c'est comme une insulte. C'est comme ça. Les gens se moquent des chauves dans ce coin du monde. C'est stigmatisant d'être chauve. Pour quelques centaines de dollars ici, contre des milliers en Occident, les Pakistanais se font greffer des cheveux lors d'une opération qui prend environ 6 heures. Une bande capillaire est prélevée à la base du crâne, découpée et simplement replantée sur le sommet. Un filon lucratif pour les chirurgiens plastiques. Ici, dans cette clinique de Peshawar, les clients se pressent, comme Mohamed, qui veut la même tête que son cousin, opéré il y a quelques mois. Quand je l'ai vu après son traitement, j'étais choqué. Je lui ai dit, ou plutôt, je l'ai forcé à m'emmener ici pour faire ce traitement aussi. Question de virilité, d'honneur, le cheveu est extrêmement important dans cette partie du monde. Cet étudiant a demandé à son père une greffe comme cadeau à la place de la moto initialement prévue. Mon fils pense que les cheveux sont absolument tout pour lui. Nous avons eu cette conversation à la maison aussi. Il a un complexe d'infériorité. Il dit qu'en hiver, avec la pluie, on voit encore plus qu'il perd ses cheveux. C'est pour ça que nous sommes là. C'est notre première visite à Peshawar. Les cliniques se multiplient dans les rues de la capitale pachtoune, surtout depuis que les stars se sont mises à la greffe capillaire. Joueurs de cricket, chanteurs, mais aussi et surtout hommes de pouvoir. Moi, j'ai constaté qu'après la greffe de cheveux de Nawaz Sharif, le Premier ministre, et de son frère, le ministre du Pendjab, c'est devenu très populaire. Avant cela, c'était très difficile d'expliquer aux clients ce que c'était. Ils ne comprenaient pas. Où prenez-vous les cheveux? Où allez-vous les implanter? Et ils avaient très peur. Et la tendance ne s'arrête pas là. Dans ce pays où l'apparence religieuse est déterminante, les chirurgiens parlent même d'effectuer des greffes de barbe. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de votre attention. Prochaine édition, le flash de 10h et au journal télévisé de 13h, Dimanche Magazine aujourd'hui, aura pour invité Marcel Capoin. Il est expert comptable et il va s'exprimer sur les besoins en infrastructure en Côte d'Ivoire et les moyens pour trouver le financement. Merci de nous avoir suivis et très bon dimanche à tous et à toutes.